Nous allons voir donc dans cette présentation quelques propriétés géotechniques des matériaux non liés. Avant de parler des matériaux proprement dit, que ce soit les matériaux de couche d'assises ou bien les matériaux de sol de plateforme, ces matériaux seront identifiés au laboratoire grâce à un certain nombre d'essais normalisés de laboratoire. Nous allons essayer donc de réviser quelques-uns de ces essais-là les plus utilisés. C'est important de pouvoir caractériser les matériaux au laboratoire parce que les exigences des cahiers de charges vont porter sur un certain nombre de caractéristiques qui seront mesurées quand même au laboratoire. Évidemment, c'est des caractéristiques que ce soit physiques, mécaniques ou géométriques, ou bien liées à la granulométrie, bien la qualité de la roche. Il s'agit de granulats, par exemple, les caractéristiques qui sont liées à la qualité de la roche, la forme des grains, la propreté du mélange. Les mélanges doivent être propres, la plasticité par l'intermédiaire des limites d'Atterberg, et aussi les essais qui caractérisent le compactage, tels que l'essai Proctor, l'essai Sever. Il y a aussi les essais sur les liants, il y a aussi les essais sur les mélanges, que ce soit les mélanges non liés, que ce soit les mélanges liés au ciment ou avec du bitume. De toutes les façons, il y aura un ensemble d'exigences des cahiers de charges qui porteront sur les matériaux. Alors, dans cette présentation, on va parler seulement des essais qui sont réalisés sur les sols ou sur des mélanges granulaires ou sur des mélanges granulaires non liés, des mélanges granulaires non liés. Donc, on va parler de ces quelques essais-là dans cette présentation. Alors, le premier essai qu'on va voir justement, c'est la granulométrie, parce que l'analyse granulométrique est extrêmement importante. C'est l'un des premiers essais qu'on va effectuer au laboratoire. Une fois que les échantillons arrivent au laboratoire, c'est l'un des premiers essais à effectuer. Ça nous permet déjà de faire la classification du sol pour savoir de quel type de sol nous avons. Il s'agit d'argile, de limon, de sable, de gravier, de cailloux ou de blocs. C'est extrêmement important de le savoir dès le début et ça se fait grâce à l'analyse granulométrique. Vous voyez que pour les argiles, vous voyez que c'est tous les grains de dimension de diamètre inférieur à 2 micromètres. Donc ça, c'est la définition d'une argile d'un point de vue granulométrique. Donc attention aussi, il y a argile d'un point de vue minéralogique. Les argiles, d'un point de vue minéralogique, évidemment, c'est des matériaux qui ont une structure particulière. On les appelle des phyllosilicates, des phyllosilicates qui font que, évidemment, ces molécules d'argile ont une relation assez particulière avec l'eau qui caractérise certainement leur comportement. Voilà. Mais ça, c'est d'un point de vue minéralogique. On peut définir les argiles avec les différents types d'argiles qui existent. Donc, ça nous permet d'apprécier l'activité de ces différents types d'argiles. Par contre, d'un point de vue granulométrique, les argiles, on va les définir comme tout grain de diamètre inférieur à 2 micromètres. Les limons, on appelle les siltes aussi, c'est entre 2 micromètres et 20 micromètres. Ensuite viennent les sables, avec les sables fins, entre 20 micromètres et 200 micromètres. Les sables grossiers, entre 0,2 mm et 2 mm. Les graves, ou les graviers, entre 2 mm et 20 mm. Les cailloux, entre 20 mm et 50 mm. Les blocs, quand c'est supérieur à 50 mm. Donc ça, c'est déjà une classification assez sommaire des sols. C'est déjà une classification simple, sommaire, donc des sols. Alors, pour avoir ces dimensions, maintenant, il faut faire l'analyse granulométrique. Cette analyse granulométrique est réalisée par tamisage si vous avez des sols grossiers, tels que les sables, les graves, les cailloux. De toute façon, si la dimension des particules est supérieure à 80 micromètres, là, on peut
réaliser l'analyse granulométrique par tamisage, en utilisant une colonne de tamis emboîtée du haut vers le bas. Donc, les tamis ont des mailles, c'est-à-dire des ouvertures, des ouvertures les mailles sont décroissantes, donc du haut vers le bas. Du haut vers le bas. Donc, ça, on utilise une série donc, de tamis emboîtés. Par contre, si la dimension des grains est inférieure à 80 micromètres, en ce moment, les tamis deviennent difficilement utilisables. En ce moment, on fait un autre essai qu'on appelle la sédimentométrie pour continuer, pour prolonger la courbe granulométrique. Pour prolonger la courbe granulométrique. Donc, quand vous avez un sol constitué d'éléments fins inférieurs à 80 micromètres et d'éléments grossiers supérieurs à 80 micromètres, en ce moment, la partie grossière peut faire l'analyse granulométrique et sur le passant au tamis 80 micromètres, vous prélevez pour faire ce qu'on appelle la sédimentométrie. Et ça vous permet de prolonger, de continuer la courbe granulométrique. Donc, ce n'est pas deux courbes différentes, mais c'est une seule courbe, dont une partie est réalisée avec le tamisage et une autre partie réalisée par sédimentométrie. Donc, voilà les tamis. Ouais, les tamis, donc, qui sont là. Vous voyez que les ouvertures qu'on appelle les mailles des tamis varient. Voilà. Les ouvertures peuvent varier jusqu'au dernier tamis. D'habitude, c'est le tamis 80 micromètres. Tamis 80 micromètres. Donc, de toutes les façons, la colonne de tamis, elle est là, emboîtée de mailles décroissantes du haut vers le bas. La maille, c'est-à-dire l'ouverture des tamis, est décroissante du haut vers le bas. Ça vous permet déjà de voir, donc, de trier donc, les différentes familles de grains en fonction donc, de leur diamètre. Au niveau de chaque tamis, les grains qui ont un diamètre supérieur à la maille de ce tamis vont rester ici. Par contre, les grains qui ont un diamètre inférieur peuvent passer. C'est pourquoi on parle de passant et de refus. Le refus, c'est ceux qui refusent de passer. Voilà. Et les passants, c'est ceux qui acceptent de passer. Donc voilà, comme ça vous permet de tracer la courbe granulométrique sur échelle semi-logarithmique, en mettant ici en abscisse, ici en ordonnée les passants, le pourcentage de passants. Et dans tout ça, il faut les traduire en pourcentage de passants par rapport à la masse donc, de la prise d'essai. Donc ça permet de tracer ici la courbe granulométrique en mettant en ordonnée le pourcentage de passants, en abscisse, ici, le diamètre des tamis, le diamètre des grains. Vous voyez que l'échelle est semi-logarithmique parce qu'au niveau de l'ordonnée, l'échelle est arithmétique. Par contre, ici, l'échelle est logarithmique à base 10. C'est pourquoi on parle d'échelle semi-logarithmique. Donc, voilà les courbes granulométriques. Quand on vous parlera de fuseau, par la suite aussi, un fuseau, c'est quoi? C'est une bande, ici, sur la courbe granulométrique, limitée par une branche inférieure et une branche supérieure. Évidemment, pour certains matériaux, on vous dira que la courbe granulométrique doit être à l'intérieur d'un fuseau. C'est-à-dire que la courbe granulométrique du matériau que vous devez utiliser doit être ici à l'intérieur de ce fuseau pour pouvoir être accepté. Si la courbe granulométrique sort du fuseau, en ce moment, le mélange ne pourra pas être accepté. Donc, c'est ce qu'on appelle les notions de fuseau granulométrique. C'est des fuseaux de spécification. Alors, par contre, si c'est des particules fines, en ce moment, on fait la sédimentométrie. La sédimentométrie, c'est quoi? C'est d'utiliser une loi physique qu'on appelle la loi de Stokes. Alors, la loi de Stokes va relier tout simplement le diamètre des grains d'un sol qui est en train donc d'être décanté, de se sédimenter dans un récipient contenant un fluide. Dans un récipient contenant un fluide. Donc, le principe consiste tout simplement à prendre ce sol fin et à le mettre dans un récipient contenant un fluide. Si vous le mettez dans ce récipient, vous allez voir que la densité de ce récipient, la densité du mélange va changer au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que les grains les plus grossiers vont aller se sédimenter au fond. Et on l'appelle l'essai sédimentométrique. Donc, les grains vont se sédimenter en fonction de leur diamètre.
Donc, les grains, les plus gros grains, vont se sédimenter d'abord, subir des grains, donc des grains fins. Donc, il y aura ici un tri granulométrique, un classement granulométrique en fonction du diamètre des grains. Alors, la loi de Stokes va relier le diamètre des grains avec la vitesse de sédimentation. Voilà. Donc, vous voyez ici la loi de... Donc, vous avez D, ça c'est le diamètre des grains, le diamètre de la particule. Racine carrée de 18 ici, nu, GS moins 1, gamma F, L sur T. Vous voyez ici, L sur T, c'est quoi? C'est la vie, c'est la vitesse. Vous voyez ici, la vitesse. Donc, la loi de Stokes va relier le diamètre des particules avec la vitesse de sédimentation. Évidemment, c'est des essais normalisés avec toute la procédure que vous pouvez retrouver depuis la préparation de l'échantillon jusqu'à la réalisation de l'essai et même le traitement des données. Tout ça, vous le retrouvez dans la norme. Donc, moi, je vous présente tout simplement ici le principe de l'essai. Donc, utilise cette loi physique-là, la loi de Stokes, pour prolonger, pour continuer la courbe granulométrique. Évidemment, ici, la densité est mesurée, ici, grâce à un appareil qui est là, qu'on appelle un densimètre. Un densimètre. Bien un hydromètre. Un hydromètre, ça m'étient par le hydromètre. Donc, ici, c'est un densimètre. Donc, ça vous permet donc d'avoir, avec ces gradués ici, c'est normalisé avec les lectures, ça vous permet de suivre l'évolution donc de la densité du mélange et ça vous permet aussi de suivre l'évolution donc de la sédimentation au fur et à mesure avec les lectures. Vous pouvez à chaque fois, à des intervalles de temps réguliers, parce que vous avez votre chronomètre pour mesurer le temps. Donc, au fur et à mesure du temps, vous mesurez, faites les lectures ici et ça vous permet à chaque fois d'avoir le diamètre des grains et de pouvoir calculer le pourcentage de passe. Alors, un autre essai qui est réalisé, c'est l'essai d'équivalent de sable. Alors ça, c'est pour mesurer la propreté. Vous voyez que cet essai est réalisé sur des sables. Ce n'est pas un essai qu'on fait sur des argiles. C'est un essai qui est effectué sur des sables dont on veut avoir une idée sur la propreté. On veut mesurer la quantité de particules fines qui polluent ce sable-là. Alors, il suffit tout simplement de mettre le sable, l'échantillon de sable, dans une éprouvette et de mettre une solution lavante, qui va séparer les particules grossières des particules fines. Ensuite, vous allez secouer avec cette machine-là, un agitateur mécanique qui permet de secouer l'ensemble. Et après, vous allez laisser tout se reposer sur une table. Vous allez laisser l'éprouvette se reposer. Alors, qu'est-ce qui va se passer au cours du repos? Les éléments sables vont se sédimenter au fond et les éléments fins vont surnager. Voilà. Donc, vous pouvez mesurer la hauteur des éléments sables, comme vous pouvez mesurer la hauteur aussi de l'ensemble sable, particules fines qui surnagent ici. Vous le voyez ici, les fines qui surnagent, voilà les sables. Donc, vous mesurez les hauteurs, tout simplement. Alors, vous pouvez les mesurer visuellement, comme vous pouvez les mesurer avec un piston. Un piston, c'est un petit outil là, que vous pouvez utiliser avec une tête et une tige qui glisse et que vous pouvez placer jusqu'au fond. Et la différence ici en haut vous donne directement la hauteur donc, du sable. Donc, la hauteur de ce... Donc, le piston a la même hauteur que l'éprouvette, de telle sorte que ici, la hauteur du sable devient égale à la hauteur ici en haut. Voilà. Après, vous mesurez l'équivalent de sable. De toutes les façons, l'équivalent de sable, c'est la hauteur de sable, H1, H2, la hauteur de sable, H2, ou H'2, ça dépend, divisé par la hauteur totale, c'est-à-dire H1 plus H2, ou bien H1 plus H'2. C'est ça qu'on appelle l'équivalent de ça. Voilà, ça vous permet de savoir si le sol, ça vous donne une idée sur la nature et la qualité du sable. De toutes les façons, plus la valeur de l'équivalent de sable est élevée, plus le sable est propre. Plus cette valeur est faible, plus le sable est argileux. Donc voilà, ici, ça part donc en fonction de la valeur de
l'équivalent de sable visuel ou bien de l'équivalent de sable avec piston. Vous voyez qu'ici, on part des sables argileux aux sables légèrement argileux, en passant par les sables propres à faible pourcentage de fils, vers les sables très propres, où il n'y a pratiquement pas de fines argileuses. Alors, voilà. Donc ça, c'est un essai qui nous permet donc d'apprécier la quantité de fines qui polluent un sable. Pourquoi? Parce que quand vous avez trop de fines dans un matériau sableux, si vous le traitez avec du ciment ou bien avec de la chaux, vous aurez des problèmes parce que les fines vont se loger entre les éléments grossiers et la pâte de ciment. En ce moment, ça va faire chuter les portances. Vous n'aurez pas de bonnes résistances de toutes les façons. Si c'est du béton aussi, plus vous avez des fines, plus ça va augmenter le dosage en eau. Plus ça va augmenter le dosage en eau, parce que les fines vont absorber de l'eau. Voilà. Donc, tout cela, c'est des éléments qui interviennent pour la qualité, pour apprécier la qualité des matériaux. Alors, il y a aussi les limites d'Atterberg. Alors, cet essai est effectué maintenant sur des sols fins. Les limites d'Atterberg sont effectuées sur les sols fins, ou bien sur la partie fine d'un sol argileux, ou bien d'un sable argileux, n'est-ce pas? Alors, les limites de consistance, n'est-ce pas? On parle des limites d'Atterberg aussi. Alors, ici, il y a plusieurs limites d'Atterberg, mais nous allons peut-être prendre deux limites d'Atterberg. On appelle la limite de liquidité et la limite de plasticité. Évidemment, donc, la limite de liquidité est mesurée grâce à cet appareil-là que vous voyez ici. Comment on appelle cet appareil? Ça qu'on appelle l'appareil de Casagrande. Ça qu'on appelle l'appareil de Casagrande. Avec le socle que vous voyez ici, la coupelle, c'est ça qu'on appelle la coupelle de Casagrande. Et ça, c'est une manivelle. C'est une manivelle. Donc, vous actionnez, quand vous le tournez, donc ça soulève la coupelle. Et quand vous revenez, la coupelle tombe en chute libre sur ce socle-là. C'est ça qu'on appelle des chocs. Les coups, n'est-ce pas? Donc, voilà la limite de liquidité. Par définition, c'est la teneur en eau du sol qui sépare quoi? Qui sépare l'état liquide de l'état plastique. Vous savez qu'avec les sols fins argileux, plus la teneur en eau augmente, plus le comportement va changer. Parce que les sols fins, le comportement est essentiellement fonction de la quantité d'eau qui se trouve dans le sol. Donc, pour apprécier cela, on fait varier la teneur en eau progressivement, de 0 à une valeur très élevée. Et en ce moment, le sol va passer par différents états. D'abord, l'état solide, quand la teneur en eau est très proche de 0. Il y a aussi l'état liquide, c'est quand la teneur en eau est très élevée, n'est-ce pas? Et entre l'état liquide et l'état solide, vous avez un état particulier qui est l'état plastique. Alors, c'est un état qui est caractérisé par de très grandes déformations à volume constant. Très grandes déformations à volume constant. Donc, la teneur en eau maintenant qui sépare l'état liquide de l'état plastique, ça qu'on appelle la limite de liquidité. La teneur en eau qui sépare l'état plastique de l'état solide, on verra tout à l'heure, ça qu'on appellera la limite de plasticité. Donc, la limite de liquidité, elle est mesurée par cet appareil-là qu'on appelle l'appareil de Casagrande. Vous voyez que le sol, il est là, à une teneur en eau particulière. Après, on effectue cette rainure. On va diviser le sol en deux parties grâce à un outil là qu'on appelle l'outil à rainurer. Après, on actionne la canne. Donc, quand on actionne la canne, le sol se soulève. Ensuite, tombe, la coupelle se soulève et tombe en chute libre. Évidemment, en tombant en chute libre, ça va entraîner ici une fermeture des deux lèvres sous l'effet du poids du sol là. N'est-ce pas? Évidemment, cette fermeture est d'autant plus rapide que la teneur en eau ici est élevée. N'est-ce pas? Cette fermeture sera d'autant plus lente que la teneur en eau ici est faible. N'est-ce pas? Si la teneur en eau est élevée, il vous faut quelques coups pour que ça se ferme. Si la teneur en eau est trop faible, il vous faut beaucoup de coups pour que ça se ferme. Alors, la fermeture qu'on regarde, c'est sur 13 mm seulement, ça suffit. On ne peut pas regarder une fermeture totale. Si on a une fermeture sur 13 mm, ça suffit. Et alors, par définition, la limite de liquidité, c'est lorsque vous avez
hein, une fermeture sur 13 mm au 25e coup. Si après 25 coups, vous avez une fermeture des deux lèvres, comme ça, ici, sur 13 mm, alors ici, on est à la limite de liquidité. Donc, on prélève ici et on mesure la teneur en eau de cet échantillon-là. Cette teneur en eau correspond donc à la limite de liquidité. Par contre, la limite de plasticité, hein, là, il faut confectionner des rouleaux de sol. Voilà, vous voyez que, donc il faut, à partir de l'échantillon de la limite de liquidité, continuer donc à réduire la quantité d'eau. Donc, vous réduisez encore la quantité d'eau pour aller vers l'état, hein, solide, hein, n'est-ce pas? Donc, vous continuez à malaxer, à mélanger, et de temps en temps, vous confectionnez comme ça des rouleaux de sol qui sont comme ça, de 3 mm de diamètre, voilà. Et vous observez le comportement de ces rouleaux. Dès que les rouleaux commencent à se fissurer comme ça, hein, c'est parce que vous entrez dans l'état solide. Hein. C'est l'état solide qui se fissure, n'est-ce pas? Par contre, l'état plastique, bon, ne se fissure pas trop. Tant que la teneur en eau du sol, des rouleaux, est dans l'état plastique, il n'y aura pas de rupture. Mais dès que vous commencez à entrer dans l'état solide, en ce moment, vous allez observer des fissures, hein, sur les rouleaux que vous êtes en train de confectionner. Donc, si vous observez ces fissures, c'est parce que vous entrez dans l'état solide. Et vous prélevez ici pour mesurer la teneur en eau. Cette teneur en eau va vous permettre d'avoir ce qu'on appelle la limite de plasticité. Évidemment, ces deux limites d'Atterberg, limite de liquidité et limite d'Atterberg et limite de plasticité, nous permettent donc de pouvoir maintenant classifier les différents types de sols en fonction de leur consistance. Et pour ce faire, on a besoin de mesurer un paramètre extrêmement important. C'est quoi ce paramètre? C'est l'indice de plasticité. Donc, l'indice de plasticité, c'est quoi? C'est la limite de liquidité moins la limite de plasticité. Donc, si vous faites limite de liquidité moins limite de plasticité, vous avez l'indice de plasticité. Voilà. Donc, l'indice de plasticité, maintenant, va donner une idée sur les risques, hein, de déformabilité du matériau, hein, une fois mis en œuvre sur le terrain. Plus l'indice de plasticité est élevé, plus le sol risque de subir de très grandes déformations à volume constant, avec les variations de teneur en eau. Avec l'eau qui va arriver, le sol risque de subir de très grandes déformations. Hein? Donc, ça donne une idée sur le niveau de dangerosité, hein, de l'argile. Donc, plus IP est élevé, plus le sol est dangereux. Donc, pour un ingénieur, hein, va toujours être prudent quant à l'indice de plasticité donc des sols argileux. D'ailleurs, le GTR, le guide technique pour la réalisation des remblais et des couches de forme, va utiliser donc cet indice de plasticité pour définir ce qu'on appelle les seuils d'argilosité, pour définir le niveau d'argilosité donc du sol. Déjà, il y a une classification ici en fonction de l'indice de plasticité entre 0 et 5. On dit que le sol est non plastique. Donc, un sol non plastique n'est pas dangereux sur le plan de la plasticité, évidemment. Entre 5 et 15, on dit que le sol est peu plastique. Entre 15 et 40, le sol est plastique. Si c'est supérieur à 40, le sol est très plastique. Dans le GTR va définir ces seuils-là, 12, 25, 40. C'est-à-dire que si IP est entre 0 et 12, le sol il est faiblement argileux. Donc, ça va être un critère pour la classification des sols. IP entre 0 et 12, c'est un sol qui est faiblement argileux. Entre 12 et 25, c'est un sol qui est moyennement argileux. Entre 25 et 40, argileux. Au-delà de 40, très argileux. Donc, ça, c'est extrêmement important. Donc, qu'on appelle les limites d'Atterberg. Alors, on peut aussi mesurer ce qu'on appelle l'indice de consistance. Alors, l'indice de consistance, c'est quoi? C'est quand vous avez une argile à l'état naturel, vous avez mesuré sa teneur en eau à l'état naturel. Vous avez fait les limites d'Atterberg et vous avez l'indice de plasticité. Maintenant, avoir l'indice de plasticité ne vous donne pas, hein, l'état de consistance dans lequel se trouve actuellement à l'état naturel l'argile. L'indice de plasticité donne les risques de déformabilité du matériau une fois mis en œuvre. N'est-ce pas? Par contre, si vous voulez savoir dans quel état
de consistance, hein, dans quel état de consistance, pour savoir est-ce que notre argile, dans son état naturel, est à l'état solide, plastique ou liquide. Si vous voulez savoir dans quel état de consistance se trouve à l'état actuel, à l'état naturel, votre argile, il va falloir mesurer ce qu'on appelle l'indice de consistance, en comparant l'indice de plasticité avec la traite en eau naturelle. Ce qui fait que voilà l'indice de consistance, c'est la limite de liquidité moins la traite en eau naturelle, hein, divisé par l'indice de plasticité. Donc, si c'est inférieur à 0, nous sommes dans l'état liquide. Si c'est supérieur à 1, nous sommes dans l'état solide. Par contre, entre 0 et 1, vous avez l'état plastique, avec ses différents états, hein, l'état pâteuse ou très molle, n'est-ce pas? Quand on s'approche hein, de l'état liquide, au fur et à mesure qu'on s'approche de l'état solide, ça devient un état ferme pour devenir un état très ferme avant d'entrer dans la phase. Donc, tout cela, c'est l'état plastique. Ça, c'est l'état plastique. Ça nous permet donc d'apprécier hein, la consistance des sols à leur état naturel. Alors, un autre essai qui est effectué sur les sols fins, qu'on appelle l'essai au bleu de méthylène. Ça permet aussi, comme les limites intervales, d'apprécier hein, l'argilosité d'un sol. Donc, le but de cet essai est d'évaluer la richesse d'un sol en argile. Évidemment, ce résultat va dépendre directement de la nature des argiles hein, et de leur quantité dans le sol. Ça donne une idée davantage, une idée sur même la nature des argiles. Pourquoi? Parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a argile d'un point de vue granulométrique, il y a argile d'un point de vue minéralogique. Hein, cet essai est plus à même de nous renseigner sur la nature même de l'argile. Il y a plusieurs types d'argile. Il y a plusieurs types de minéraux argileux. On parle de kaolinite, c'est un minéral argileux, de lillite, de vermiculite, de momodionite, de bentonite, hein, etc., etc. Il y a plusieurs minéraux. Donc ici, ça nous permet d'apprécier même voilà, la nature de l'argile par l'intermédiaire de ce qu'on appelle la surface spécifique. La surface spécifique, c'est quoi? C'est la surface totale que l'ensemble des particules contenues dans l'unité de masse, donc de cette fraction argileuse, est susceptible de développer. C'est ça qu'on appelle la surface spécifique. Donc plus cette surface spécifique est grande, plus l'argile est dangereuse, n'est-ce pas? Donc, voilà, plus l'argile aussi est active. On parle d'activité. Donc, cet essai est effectué avec un appareillage, hein, donc ça, c'est un agitateur mécanique, ça, c'est une burette, ça, c'est un bécher. Donc, il y a une solution, hein, une solution de mélange, une solution de bleu de méthylène, hein, parce qu'on l'appelle l'essai au bleu de méthylène. Il y a aussi les papiers filtres que vous voyez, hein, on l'appelle essai à la tâche. Donc, le principe consiste à mélanger ici le sol avec une solution de bleu de méthylène. Le sol argileux qui est là, on le mélange avec une solution de bleu de méthylène. Si vous le faites, évidemment, puisque c'est des minéraux argileux, hein, cette argile va absorber le bleu, de méthylène. Alors, de temps en temps, vous prélevez ici dans le mélange, vous posez sur le papier filtre. Quand vous posez sur le papier filtre, vous observez une tache bleue. En ce moment, cela veut dire que l'argile est en train d'absorber le bleu. Et durant l'essai, vous continuez à ajouter, donc, vous connaissez hein, les dosages hein, en bleu de méthylène que vous mettez, et vous agitez toujours, l'argile continue à absorber le bleu. Au fur et à mesure que vous faites l'essai à la tâche, vous verrez toujours une tache bleue au centre. L'argile va absorber le bleu jusqu'à la saturation. Donc, arrivera un moment où l'argile sera saturée en bleu de méthylène. C'est-à-dire que l'argile ne peut plus absorber le bleu. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va adsorber, hein, avec un D. Elle va adsorber le bleu. C'est-à-dire qu'elle va s'entourer donc du bleu. De telle sorte que quand tu fais l'essai à la tâche, ici sur le papier filtre, tu observes une tache bleue, oui, mais autour de cette tache bleue, il y a une auréole bleue. Vous observerez une auréole bleue, hein, une tache bleue autour de la tache bleue centrale. En ce moment, on sait que l'argile est saturée. Hein, l'argile est saturée. En ce moment, on mesure la quantité de bleu qu'on a ajouté, la quantité de bleu qu'on a ajouté dans l'argile pour le saturer. Donc, la valeur qui est mesurée, donc, on appelle VBS, la valeur au bleu de méthylène, c'est quoi? C'est le nombre de grammes de bleu de méthylène
nécessaire pour saturer 100 grammes de fine. Les fines, c'est-à-dire inférieures à 80 micromètres. Voilà donc le paramètre qui est mesuré, VBS, la valeur au bleu de méthylène. C'est un essai qui est réalisé sur la fraction 0,2 mm ou 0,5 mm et ramené sur la fraction 0,50 mm en fonction de la, voilà, de la granulométrie du sol. Alors, les seuils, c'est quoi? 0,2, c'est le seuil de sensibilité, n'est-ce pas, au bleu. Alors, entre 0,2 et 1,5, si VBS est entre 0,2 et 1,5, c'est quoi? C'est des sols sableux limoneux. Entre 1,5 et 2,5, c'est des sols limoneux peu plastiques. Entre 2,5 et 6, c'est des sols limoneux moyennement plastiques. Entre 6 et 8, c'est des sols argileux. Voilà, vous voyez que là, nous sommes carrément dans les argiles. Hein? Plus la quantité de bleu, plus la valeur au bleu augmente, plus on tend vers des sols argileux. Si c'est supérieur supérieur ou égal à 8, nous sommes dans le cas des sols très argileux. Ouais, donc, on a là. D'ailleurs, le GTR va également utiliser cette classification à partir, donc, va utiliser l'essai au bleu de méthylène pour la classification GTR des sols. Alors, il y a aussi des paramètres d'état. Hein, les paramètres d'état, c'est des paramètres qui caractérisent l'état du sol. L'état du sol placé dans son environnement. Alors, il y a beaucoup de paramètres d'état. Hein, il y a beaucoup de paramètres d'état. Nous y reviendrons peut-être quand on parlera de la classification GTR des sols. Alors, on va retenir deux qui sont essentiels pour l'instant, en attendant de revenir sur les autres. C'est quoi? C'est la masse volumique du sol sec, ce qu'on appelle ρD, ou bien ce qu'on a appelé gamma D en termes de poids volumique, ou bien ce qu'on a appelé densité sèche en termes de densité. Donc, la masse volumique du sol sec, ρD, c'est quoi? C'est la masse des particules solides divisée par le volume total du sol. Masse des particules solides divisée par le volume total du sol. La masse des particules solides, vous pouvez l'avoir en séchant l'échantillon. Prenez l'échantillon, vous le mettez à l'étuve 105 degrés pendant 24 heures, l'échantillon de sol est séché. Et vous posez, vous avez la masse du sol sec. Vous le divisez par le volume total. Le volume total du sol, vous avez ρD. Vous avez ρD, la masse volumique du sol sèche, qui a la même signification que le gamma D ou bien la densité sèche. L'autre paramètre, c'est la teneur en eau. La teneur en eau, c'est quoi? C'est le rapport entre la masse de l'eau et la masse des particules solides. La masse des particules solides qu'on a mesuré tout à l'heure quand on mesurait la masse volumique sèche. Par contre, la masse de l'eau, c'est très simple. Vous prenez l'échantillon humide, vous le pesez. Vous le mettez à l'étuve 105 degrés pendant 24 heures, vous le sortez, vous le pesez encore. Vous avez la masse du sol sec. Donc, masse du sol humide moins masse du sol sec, ça vous donne la masse de l'eau qui s'est évaporée. Donc, cette masse-là divisée par la masse des particules solides, évidemment, ça vous donne la teneur. La masse volumique du sol sec intervient dans l'appréciation quand même du niveau de compactage. Vous allez voir que pour apprécier le niveau de compactage, on va se baser sur ρD, ou bien sur gamma D, ou bien sur la densité sèche. Ils ont la même signification. Donc, c'est quoi? Je le sors ici, on va le voir. Quand on verra l'essai Proctor, vous allez voir que ça va permettre donc d'apprécier ici l'état de compactage, c'est-à-dire le niveau de compactage du sol. La teneur en eau dans celle de l'état hydrique du sol aussi. La teneur en eau dans celle de l'état hydrique du sol. La teneur en eau permet d'apprécier l'état hydrique du sol. Alors, il y a d'autres densités. Il y a d'autres densités pour les granulats. Notamment quand on verra les granulats qui sont utilisés pour les enrobés de couches de roulement, par exemple, ou bien les enrobés de couches d'assises. On a besoin de connaître les masses volumiques pour le calcul des volumes. Il y a ce qu'on appelle la masse volumique réelle après séchage. La masse volumique réelle après séchage, c'est quoi? C'est le rapport entre la masse de l'échantillon sec et le volume total, n'est-ce pas? Le volume total de l'échantillon. Ça, voilà. Donc, ça vous donne une idée. On l'appelle ρRD dans certains cas. Ici, voilà. C'est le rapport entre la masse de l'échantillon séché et le volume qu'il occupe. Le volume qu'il occupe dans l'eau. Mais ici, il faut être très prudent. C'est le volume qu'il occupe dans l'eau. C'est-à-dire, c'est le volume occupé uniquement par les grains solides. N'est-ce pas? C'est le volume occupé uniquement ici
par les grains solides, c'est-à-dire le volume qu'il occupe dans l'eau. C'est-à-dire quand vous faites une pesée hydrostatique, hein, c'est le volume donné ici par cette pesée hydrostatique. Et alors, dans ce volume, évidemment, il y a le volume des pores fermés et le volume des pores accessibles à l'eau. Il y a aussi ce qu'on appelle la masse volumique absolue, hein, qu'on appelle le poids spécifique, qui est le rapport entre la masse de l'échantillon séché et le volume qu'il occupe dans l'eau, y compris les pores fermés. Hein, les pores fermés, mais à l'exclusion ici des pores qui sont accessibles à l'eau. Donc là, on ne prend pas en compte, hein, les pores qui sont accessibles à l'eau. Évidemment, ces deux masses volumiques, là, les deux premières masses volumiques, dans le cas des sols, sable argileux, hein, d'habitude, on ne fait pas cette différence-là. On parle tout simplement de poids volumique absolu, on parle aussi essentiellement de poids spécifique. Hein, de poids spécifique. C'est le poids volumique des grains solides aussi, n'est-ce pas? Mais dans le cas des granulats, hein, attention, donc quand on parlera des matériaux granulaires, les granulats qui ont des diamètres beaucoup plus élevés et qui ont des structures, hein, n'est-ce pas, des structures internes, hein, parce que dans un grain de sable, vous n'avez rien à l'intérieur, vous n'avez que du grain de sable. Hein. Dans un grain, une particule argileuse, vous n'avez pas d'espace même pour trouver des pores à l'intérieur. Vous n'avez que la structure en feuille. Par contre, dans des granulats concassés, basalte, calcaire, vous pouvez avoir des poches vides à l'intérieur, hein, à l'intérieur même du granulat. C'est ça qui nous permet de faire cette distinction-là entre masse volumique réelle après séchage et masse volumique absolue ou poids spécifique. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle la masse volumique réelle saturée surface sèche. Donc là, on prend la masse de l'échantillon de granulat, n'est-ce pas, y compris la masse de l'eau présente. Donc, pour avoir cette masse, d'abord, il faut plonger l'échantillon-là de granulat dans de l'eau et le saturer. C'est-à-dire que remplir même les vides dans le granulat d'eau. Une fois que vous le saturez d'eau, maintenant, vous sortez les granulats. Évidemment, vous essuyez à la surface pour nettoyer toute l'eau qui se trouve à la surface. Et vous pesez. Quand vous pesez, vous avez la masse de l'échantillon de granulat, y compris la masse de l'eau présente dans les pores accessibles à l'eau. Évidemment, il y a d'autres pores qui ne seront pas accessibles à l'eau. On ne parlera que des pores qui seront accessibles à l'eau. Cette masse-là, vous le divisez par le volume réel, c'est-à-dire le volume qu'il occupe dans l'eau par pesée hydrostatique, y compris les pores fermés et ceux accessibles à l'eau. Vous le divisez par ce volume-là, vous avez ce qu'on appelle la masse volumique réelle saturée surface sèche, ρSST. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le coefficient d'absorption maintenant, c'est-à-dire le rapport de l'augmentation de masse d'un échantillon de granulat à sa masse sèche, c'est-à-dire que ce rapport-là, l'augmentation de masse d'un échantillon, hein, de granulat, hein, à sa masse sèche, après passage à l'étuve, du fait de la pénétration d'eau. Donc, quand vous faites la différence entre le granulat sec et le granulat saturé, hein, d'eau, cette différence de masse-là, hein, rapporté à la masse sèche de l'échantillon, ça vous donne quoi? Ça vous donne le coefficient d'absorption. Ça vous donne une idée sur la quantité d'eau que peut absorber le granulat. Donc, c'est ça qu'on appellera le coefficient d'absorption. Évidemment, tous ces paramètres-là les formules, hein, qui vous permettent de les calculer sont là, parce que ces essais sont effectués grâce à ce qu'on appelle le pygnomètre. Hein. On peut utiliser le pygnomètre aussi, hein, parce que la pesée hydrostatique peut se faire avec le pygnomètre. Hein, comme ça peut se faire avec la balance à pesée hydrostatique. Donc, vous avez ici les masses, hein, M1, c'est la masse des granulats saturés et partiellement et superficiellement secs dans l'air. M2, masse du pygnomètre. Hein, le pygnomètre contient l'échantillon de granulats saturés. M3, masse du pygnomètre rempli d'eau uniquement. M4, masse de la prise d'essai, mais séchée à l'étuve dans l'air. Et ρW, c'est la masse volumique de l'eau, hein, à 22 degrés Celsius. Cette masse volumique, c'est 1 gramme par centimètre cube, ou bien 0,9978 mégagrammes par mètre cube, ou bien en termes de poids volumique, 9,81 kN par mètre cube, etc. Donc voilà les différentes masses volumiques. Il y a une vérification parce que tout ça, c'est lié. Hein. Ouais, on dit que ρSSD, qui est là, est lié à ρRD et ρA ici. N'est-ce pas? Donc, vous voyez que voilà, donc il y a une certaine relation qui existe entre les différentes, entre les masses volumiques. Alors,
maintenant l'essai de compactage, l'essai Proctor. Alors, l'essai Proctor permet de simuler le compactage au laboratoire avant de le faire sur le chantier. Parce qu'avant d'aller sur le chantier pour compacter les sols, il faut le simuler au laboratoire. Ça vous permet de savoir la densité maximale que vous pouvez atteindre et la teneur en eau que vous devez mouiller l'échantillon pour atteindre cette densité. Donc, un essai Proctor au laboratoire, vous voyez ici le bonhomme qui est en train de compacter. Donc, le sol sera compacté au laboratoire grâce à un appareillage constitué de moules, de compacteurs, de réhausses, de règles à araser, etc. Il y a tout un équipement qui est utilisé pour faire le compactage, pour faire l'essai Proctor. Alors, voilà une photo qui vous montre ici, que ce soit le moule Proctor normal qui est là, le petit moule, le moule Proctor modifié ou moule sévère, ici. Vous voyez la dame, Proctor normal, la petite dame, la dame Proctor modifiée, la grande dame, les équipements, la réhausse, les disques, voilà, les disques de surcharge annulaire, la règle à raser, le disque perforé de mesure de gonflement, le trépied de mesure de gonflement avec son comparateur. Voilà, vous avez tout un ensemble d'équipements qui vous permet donc de faire l'essai Proctor. Alors, il y a deux types d'essai Proctor au laboratoire, ce qu'on appelle l'essai Proctor normal et l'essai Proctor modifié, n'est-ce pas? Essai Proctor normal et essai Proctor modifié. Évidemment, l'essai Proctor modifié correspond à une énergie de compactage beaucoup plus élevée que l'essai Proctor normal. L'essai Proctor modifié voilà, a une énergie beaucoup plus élevée que celle de l'essai Proctor normal. Donc, quand vous faites un essai Proctor normal, vous utilisez la petite dame, la dame Proctor normale. L'essai Proctor modifié, la dame Proctor modifiée. La hauteur de chute, les hauteurs de chute sont là, ici. Ça, c'est le nombre de coups par couche en fonction du type de moule. 25 coups par couche si vous utilisez le petit moule, 55 coups par couche si vous utilisez le grand moule, le moule Proctor modifié ou le moule sévère. On l'appelle moule sévère parce que ça permet aussi de faire l'essai sévère. Alors, quand vous faites un essai Proctor normal, c'est 3 couches seulement. L'essai Proctor modifié, c'est 5 couches. Vous voyez les énergies de compactage. Vous voyez ici l'énergie de compactage pour l'essai Proctor normal, qui est plus faible que l'énergie de compactage pour l'essai Proctor modifié. Donc, tout dépend de la nature des charges qui seront appliquées. Quand tu fais des opérations, par exemple, de terrassement, remblai, couche de forme, là, la référence, au niveau des parties supérieures des terrassements, surtout, la référence, c'est l'essai Proctor normal. Par contre, pour les couches de base, les couches de fondation, la référence, c'est quoi? C'est l'essai Proctor modifié. En tout cas, parce que les charges, les contraintes, les sollicitations sont beaucoup plus élevées là. Alors voilà, donc quand vous faites ça, c'est un essai Proctor normal. Quand vous faites un essai Proctor normal, c'est 3 couches. C'est 3 couches seulement que vous compactez et vous utilisez la dame Proctor normale. Par contre, vous pouvez utiliser le petit moule qu'on appelle le moule Proctor, comme vous pouvez utiliser le grand moule qu'on appelle le moule sévère. L'utilisation, donc, voilà, le type de moule à utiliser dépendra essentiellement de la granulométrie. Si vous avez un sol fin, vous allez utiliser ça, et un sol grossier, vous allez utiliser ça. Voilà. De toute façon, si vous utilisez le moule Proctor, c'est 25 coups par couche. Si vous utilisez le moule sévère, c'est 56 coups par couche. Quand vous faites un essai Proctor modifié, là, c'est 5 couches. C'est 5 couches et vous allez utiliser la grande dame, la dame Proctor modifiée. Alors, vous pouvez utiliser le petit moule, comme vous pouvez utiliser le grand moule. Quand vous utilisez le petit moule, 25 coups par couche, le grand moule, 56 coups par couche. Voilà l'essai Proctor. Donc, ça vous permet d'avoir quoi? La finalité, c'est quoi? C'est de tracer la courbe Proctor qui donne l'évolution de la densité. Vous voyez ici, gamma D, le poids volumique sec, qui est là. Le poids volumique sec, gamma D. J'aurais pu mettre ici quoi? Rho D, la masse volumique sèche. J'aurais pu mettre aussi la densité sèche. Ils ont la même signification. Ça permet d'avoir une idée sur la compacité. Donc, plus ce paramètre-là est élevé, plus le sol est compact. Donc, la finalité de l'essai Proctor, c'est de tracer cette courbe-là, qu'on appelle la courbe Proctor. La courbe Proctor, ou bien la courbe de compactage, avec deux parties, une branche, c'est ça qu'on appelle la branche sèche, et ça qu'on appelle la branche humide. N'est-ce pas? Cela veut dire quoi? Quand vous augmentez, ici, vous avez la teneur en eau. Ça veut dire que pour un sol, à une énergie de compactage fixée, si vous augmentez la teneur en eau, la densité augmente.
jusqu'à une valeur maximale, hein, qu'on appelle la densité sèche maximale correspondant à une teneur en eau qu'on appelle la teneur en eau optimale. Et au-delà, vous voyez ici, ça va diminuer. Cela veut dire que pour espérer avoir la densité maximale, hein, c'est ça qu'on cherche, hein, quand on met en œuvre des couches sur un chantier, on cherche la densité maximale, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que plus la densité est élevée, plus le poids volumique est élevé, hein, plus le matériau est dense, plus le matériau est dans un état suffisamment dense pour limiter les déformations, hein, et augmenter la portance du matériau. Donc, on compacte sur un chantier les matériaux. Pourquoi? Parce qu'on veut les mettre dans un état suffisamment dense, de telle sorte que les déformations soient limitées, la portance soit élevée, la perméabilité soit réduite. Donc, cela veut dire que pour espérer avoir la densité maximale sur le chantier, il faut mouiller le matériau à la teneur en eau optimale. Alors, si vous remarquez bien, sur les chantiers routiers, si vous remarquez bien, une fois qu'on a mis en œuvre, qu'on a étalé le matériau, si vous regardez avant de compacter, avant de passer au compactage, il y a des citernes qui passent pour arroser. Hein, il y a des citernes qui passent pour arroser. Alors, ils n'arrosent pas pour arroser, ils sont en train de mettre exactement la quantité d'eau, la teneur en eau optimale qui avait été déterminée au laboratoire. Avant que, maintenant que vous voyez les compacteurs, hein, passer. Parce que le matériau, on ne peut pas le compacter, on ne doit pas le compacter sur le chantier tant qu'on n'est pas, hein, à la teneur en eau optimale. Hein. La teneur en eau, la quantité de matériaux, parce que si la teneur en eau est dans cette branche-là, regardez, quand vous compactez, vous aurez une densité faible. Quand vous êtes là, n'est-ce pas, vous compactez, vous aurez une densité faible. Donc, pour avoir une densité maximale, il faut être autour, ici, de la teneur en eau optimale. Et les citernes qui arrosent, hein, en mettant exactement une teneur en eau très, très proche de la teneur en eau optimale. Donc, la finalité, les résultats de l'essai Proctor, hein, c'est quoi? C'est d'avoir le gamma des max, la densité sèche maximale et la teneur en eau optimale. Ce gamma des max vous permet d'avoir après la compacité pour vérifier est-ce que le gamma D que vous avez in situ, hein, reflète, hein, ce gamma D max. D'ailleurs, on va mesurer ce qu'on appellera la compacité relative. Hein, la compacité relative, c'est quoi? C'est le gamma D in situ divisé par le gamma D max déterminé ici grâce à l'essai Proctor, multiplié par 100, ça vous donne une idée sur la compacité. Et plus ce paramètre est élevé, plus le matériau est compact. Donc, la finalité de l'essai Proctor, c'est d'avoir la densité sèche maximale et la teneur en eau optimale. Après, il y a l'essai Seber. Alors, Proctor et Seber sont toujours liés, on les appelle des essais de compactage. Pourquoi? Parce que avant de faire l'essai Seber, il faut au préalable faire l'essai Proctor. Pourquoi? Parce que les moules de l'essai Proctor, j'allais dire les moules de l'essai Seber, seront compactés à la teneur en eau optimale de l'essai Proctor maudit, de l'essai Proctor qui a été déterminé, hein, grâce à l'essai Proctor. Alors là, il suffira donc de préparer des moules Seber qui seront compactés à différentes densités, hein, 90% de compacité, 95%, 100%, mais toujours à la même teneur en eau, c'est-à-dire la teneur en eau optimale déterminée par l'essai Proctor. Et après, on va utiliser cette presse. Ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle la presse CBR. Hein? C'est la presse CBR. Vous voyez l'échantillon, le moule est là, l'échantillon de sol est à l'intérieur. À l'intérieur, ce que vous voyez en haut, c'est la réhausse. Alors, cette presse est munie ici, ce que vous voyez là, c'est un anneau dynamométrique qui va s'enfoncer. Ce n'est pas l'anneau, mais c'est le piston, parce que regardez à la base de l'anneau, vous avez un piston de 19,3 cm² de section qui va s'enfoncer dans le sol à une vitesse constante de 1,27 mm par minute. Évidemment, cet anneau dynamométrique vous permet de lire la force nécessaire pour enfoncer le piston. Alors, l'enfoncement peut être lu ici indirectement. Regardez ce comparateur qui est solidaire du piston et qui vient se poser directement, regardez ici, sur le moule, sur la partie, sur la réhausse du moule. C'est ça, ça permet, hein, de mesurer directement l'enfoncement avec ce comparateur-là au fur et à mesure donc, du poinçonnement. Donc, c'est un essai de poinçonnement. Hein, c'est un essai de poinçonnement. Alors,
voilà maintenant l'équipement, les échantillons sont préparés ici. Voilà le moule sévère que vous voyez ici, hein, avec les surcharges. Hein. Durant l'essai, on peut mettre des surcharges au-dessus, hein, du sol. Pendant le poinçonnement, on peut mettre des surcharges. Ces surcharges, c'est pour simuler le trafic routier. C'est pour simuler le trafic routier. Alors, on peut ne pas aussi mettre des surcharges, hein, si on veut juste apprécier la portance des sols pour le terrassement, pour apprécier leur capacité à supporter le trafic de chantier. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les disques perforés. Hein, c'est les disques perforés. Ça, c'est l'embase. Hein, c'est le support donc, du moule. Le moule est là. En réalité, le moule, c'est cette partie-là. C'est de là à là. Hein. Ce que vous voyez, la dernière partie que vous voyez ici, hein, c'est quoi? C'est la réhausse. Hein, ça ne fait pas partie du moule. Mais ça facilite le compactage de la dernière couche et ça facilite le poinçonnement. Donc, ça, c'est le trépied de mesure de gonflement. Hein, pour mesurer le gonflement. Donc, ça, c'est la dame Proctor modifiée. Hein, la grande dame pour compacter. Donc, voilà. Donc, ici, on va calculer. D'habitude, pour les résultats, on calcule deux indices. Alors, le premier indice, c'est ce qu'on appelle l'indice Seibert à 2,5 mm d'enfoncement. À 2,5 mm d'enfoncement, on mesure donc, la force qui a été nécessaire, hein, pour enfoncer le piston de 2,5 mm. Cette force F2,5 est donnée par ce comparateur. Hein, vous le lisez directement ici. Vous divisez par 13,35 et vous multipliez par 100. Vous avez I Seibert à 2,5. Ensuite, vous calculez I Seibert à 5. I Seibert à 5, c'est quoi? C'est quoi? C'est l'indice Seibert après 5 mm d'enfoncement du piston dans le sol, évidemment. C'est quoi? C'est la force que vous lisez à 5 mm d'enfoncement. Une fois que vous avez ici 5 mm, vous lisez directement la force ici au niveau de l'anneau et vous divisez par 20, ça vous donne l'indice Seibert à 5 mm d'enfoncement. Alors, ces forces que vous voyez là seront données en kilonewtons. Donc, les forces que vous voyez ici, F2,5 et F5, c'est les forces en kilonewtons. Les 13,35 que vous voyez ici, F20, c'est les forces en kilonewtons. Alors, 13,35, c'est quoi? C'est la force en kilonewtons qui a donné un enfoncement de 2,5 dans le matériau de référence, c'est-à-dire le sol de Californie. F, ici, 20 kilonewtons, c'est quoi? C'est la force qui a été nécessaire pour enfoncer le même piston, donc de 5 mm dans le matériau de référence qui est le sol de Californie. Donc la référence, c'est, hein, par rapport à un sol. Hein. Quand on dit indice, c'est par rapport à une référence. Hein. La référence, c'est quoi? C'est le sol de Californie. Et le Seibert signifie quoi? Californian Bearing Ratio, c'est-à-dire indice de portance californien. Hein. Donc, c'est par rapport à une référence qu'on appelle le sol de Californie. Donc, à partir de ça, vous avez l'indice Seibert à 2,5 mm et l'indice Seibert à 5 mm. Par contre, l'indice Seibert, ou bien le Seibert tout court du sol, hein, la valeur qu'on va retenir, c'est quoi? C'est le maximum entre ces deux valeurs-là. Donc, maximum entre I Seibert à 2,5 et I Seibert à 5,5. Donc, ça qu'on appelle l'indice Seibert d'un sol. Hein, ça qu'on appelle l'indice Seibert d'un sol, le Seibert d'un sol. Alors, ce Seibert est très utile, hein, en géotechnique routière. Donc, c'est un essai qui est essentiellement utilisé en géotechnique routière. D'ailleurs, il y a des méthodes de dimensionnement, hein, qui utilisent la valeur de ce Seibert, qui sont basées essentiellement sur le Seibert des matériaux. On l'appellera plus tard la méthode Seibert de dimensionnement. Donc, parce que plus ce Seibert est élevé, plus le sol a une résistance, hein, au poinçonnement, hein, qui augmente, n'est-ce pas? Donc, ça donne une idée sur la portance. Donc, plus ce Seibert est élevé, plus la portance du sol est élevée. D'ailleurs, voilà, au laboratoire, d'habitude, en géotechnique routière, l'essai le plus fréquent pour les sols pour apprécier leur portance, c'est quoi? C'est l'essai Seibert. Donc, plus la valeur Seibert est élevée, plus la portance du sol est élevée. D'ailleurs, il y a une classification même des sols de plateforme en fonction de l'indice Seibert. Donc, la classification du CEBTP, classe les sols de plateforme de S1 à S5 en fonction uniquement de l'indice Seibert, donc de l'indice Seibert du sol. Donc, c'est un essai essentiellement utilisé en géotechnique routière. Alors,
il faut noter aussi que le CBR peut être déterminé de plusieurs façons. Il y a ce qu'on appelle le CBR immédiat, qui peut être déterminé de façon immédiate. C'est-à-dire on prélève immédiatement, on compacte et on poinçonne immédiatement. Par contre, on peut déterminer le CBR après 4 jours d'imbibition. Alors, c'est le CBR de référence d'ailleurs qu'on utilise d'habitude pour apprécier la qualité des différentes couches, l'importance des différentes couches, et même dans le dimensionnement, avec la méthode CBR, on dit le CBR après 4 jours d'imbibition. Cela veut dire qu'une fois que les moules sont confectionnés, avant de les poinçonner sous la presse CBR, on va les imbiber pendant 4 jours. Alors ici, par exemple, vous voyez ici, ça c'est un grand récipient qui contient de l'eau jusque-là. On prend les moules déjà confectionnés, on les plonge dans de l'eau. Mais avant de les plonger, on met un papier filtre ici, on pose le trépied de mesure de gonflement, ou bien le disque de mesure de gonflement, ça c'est le disque de mesure, c'est le disque perforé qu'on a montré tout à l'heure, n'est-ce pas? Et après, on met les surcharges annulaires. Ouais, j'ai parlé tout à l'heure des surcharges annulaires qu'on met au-dessus. Donc, on pose les surcharges annulaires. Alors, ce que vous voyez, ce qui reste ici, l'espace qui reste ici, c'est quoi? C'est le puisson, c'est l'espace, c'est le vide où va passer donc le piston. Mais avant ça, donc, on pose ce papier filtre-là, ensuite le disque perforé, muni d'une tige ici. Pourquoi? Parce qu'au sommet de cette tige, il y aura ici ce qu'on appelle un trépied de mesure de gonflement où on va poser directement la tige donc, du comparateur. Et on met tout ça dans un récipient contenant de l'eau, jusque-là, et ça, on le laisse imbiber pendant 4 jours. Alors, ce qui va se passer durant ces 4 jours, le sol, l'aiguille là va bouger. Ça mesure quoi? Le gonflement, le gonflement du sol. Donc, c'est une idée, ça donne une idée sur les possibilités de gonflement, sur les possibilités d'augmentation de volume de l'échantillon donc de sol. Alors ça, on le fait pendant 4 jours. C'est quoi? On dit qu'on détermine le CBR après 4 jours d'imbibition. Alors ça, c'est pour mettre le matériau dans les plus mauvaises conditions hydriques que le matériau, que le sol est susceptible de subir pendant sa durée de vie. Donc ça, on essaie donc de déterminer le CBR en mettant le matériau dans de très mauvaises conditions hydriques. Pourquoi? Parce que sur le terrain, évidemment, avec la pluie, évidemment, les couches, les matériaux non liés peuvent subir des variations, des augmentations de quantité d'eau, de teneur en eau. Donc, c'est pourquoi avant de mesurer cet indice CBR, on essaie de mettre le matériau dans les plus mauvaises conditions. Et en ce moment, on détermine la portance dans ces conditions-là, qui sont les conditions les plus défavorables, afin donc d'avoir une valeur sûre qui entre dans la sécurité pour le dimensionnement des différentes. C'est ça qu'on appelle l'indice CBR après 4 jours d'imbibition. Voilà, merci, c'est la fin de cette présentation.